et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau bilan lecture. Et du coup, avant de commencer, je voudrais remercier Eva qui a fait le générique que vous venez de voir. Voilà, donc je la remercie, elle a accepté gentiment de le faire. On est en train de préparer encore autre chose avec Eva là pour les vidéos. Du coup, je la remercie beaucoup du temps qu'elle prend. Voilà, ça me fait très plaisir. Et en plus, elle refuse que je la rémunère, donc c'est vraiment hyper sympa à elle. Il y a tout qui est en train de s'ouvrir sur mon PC, là je sais pas ce qu'il a, voilà. C'est parfait. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan lecture de 4 romans. Je suis désolé si vous avez des flashs qui apparaissent, là moi c'est pareil. Tout à l'heure j'ai commencé la vidéo à la tourner et le PC a redémarré pour cause de mise à jour et là il est en train de refaire son affaire. Bref, je disais donc, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture de 4 romans. C'est des romans que j'ai lus entre mars et avril parce que du coup j'ai pas beaucoup tourné, j'étais assez absent ces derniers temps. J'avais un peu la flemme, je vais pas le cacher. Là actuellement on est le 16 mai. Je tourne du coup un bilan lecture de 4 romans, voilà, il y en aura un autre de 4 autres, etc. Je prends... Du coup c'est bien parce que j'ai du temps, je peux lire et je pourrais vous publier des vidéos une fois par semaine, voilà. Donc là on est sur les romans, 4 romans, et on va commencer de suite par un qui va vous étonner. Je commence par celui que j'ai abandonné, et l'autrice va vous étonner, c'est le Lisa Garner, Le Sceau de l'Ange. Voilà, donc dans ce roman, on va suivre, je sais même plus son prénom, Nicole, voilà, qui conduisait en étant ivre, et elle a un accident de voiture, elle est du coup récupérée à l'hôpital, etc. Et elle annonce qu'elle recherche sa fille, mais tout propose à l'enquête, personne ne voit qui est sa fille, et lorsque son mari arrive, elle lui dit qu'elle retrouve pas sa fille, et son mari lui dit mais on n'a jamais eu de fille, donc qui croire, la femme, Nicole, ou son mari, voilà. Qui c'est qui est le coupable? On va suivre du coup des personnages récurrents qui sont Wyatt Foster et Tessa Leoni. Est-ce que cette fille existe? De quoi raconte Nicole? Est-ce que Nicole est folle, etc. Et ça a été un abandon, voilà. Je ne le cache pas, j'ai abandonné le roman, j'étais au chapitre 10, je crois, j'ai abandonné vers les 100 premières pages. Je lisais en lecture commune avec ML Booking qui, elle, a tracé un peu de son côté. Moi, clairement, je l'ai lu et j'arrivais pas à m'accrocher au personnage, j'arrivais pas à croire à ce qu'elle racontait. Et même même les enquêteurs, là, Wyatt Foster et Tessa Leoni, n'étaient pas transcendants, j'étais pas pris dedans. Et cette histoire, je sentais qu'elle était partie dans un truc un peu chelou, que même elle n'arrivait pas à se dépatouiller dans sa plume. Je le conseille pas trop, voilà. C'est peut-être le plus c'est le plus mauvais des trois que j'ai lu de Lisa Garner, clairement. Cette histoire, voilà, de famille, soi-disant, on sait pas si elle a une fille, etc. Donc, je le sais pas si du coup c'était une vraie fille, si elle avait une vraie fille ou pas, parce que du coup je me suis pas spoil. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais peut-être qu'un jour je le reprendrai. Mais clairement, non, c'était pas ouf. J'ai pas du tout accroché à la plume là, de Lisa Garner. Puis Nicole, j'y croyais pas. Cette histoire de elle a plusieurs traumas crâniens qui du coup fait qu'elle est alcoolique et qu'en plus elle perd beaucoup la mémoire. De son mari qui fait tout pour empêcher, qui en fin de compte est peut-être gentil, peut-être méchant. C'est peut-être lui qui l'abat, c'est peut-être pas lui. Je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans. L'enquête qui te dit ouais, on a aucune preuve, mais on a des preuves. Bref, j'ai trouvé que tout était très brouillon pour un Lisa Garner. Après avoir lu Lumière Noire et Retrouve-moi, j'ai trouvé vraiment ce titre très brouillon. L'enquêteur est pas du tout appréciable. En plus, voilà, Wyatt Foster, j'ai pas du tout accroché au personnage. Tessa est très absente dans la partie où j'ai lu, moi en tout cas. Elle est vraiment très absente et du coup, bah non, ça l'a pas fait. J'étais pas dedans, j'avais pas envie de découvrir le fin mot de l'histoire et je trouve que c'est énormément dommage que dans un thriller, on n'ait pas envie de découvrir le fin mot de l'histoire. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je lis un trailer, le but, c'est quand même de découvrir à la fin ce qui se passe. Et si, au début, on n'a pas envie de découvrir qui c'est qui a fait quoi, et bah, ça fait un flop. Et bah, pour moi, ça a été clairement un très gros flop. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir en service presse le nouveau J.R. Dos Santos, le magicien d'Auschwitz, édité chez Hervé Chopin.
Donc là, en fait, on va suivre deux personnages. On va suivre Herbert Levin, voilà, qui est un juif allemand qui a fui l'Allemagne pendant la montée du nazisme, et il a été en Tchécoslovaquie, sauf que manque de bol pour lui, en 1939, les nazis arrivent en Tchécoslovaquie. Ça a été fait par des traités, etc. Donc Hitler peut voguer tranquillement, mais au fur et à mesure, le nazisme prend de plus en plus place en Tchécoslovaquie, et du coup, on va suivre Herbert Levin, ses mésaventures, etc. Il faut savoir que c'est tiré d'une histoire vraie, Herbert Levin a réellement existé. Et d'un autre côté, on va suivre Francisco Latino, voilà, qui s'est illustré pendant la guerre contre les Russes, qu'on a beaucoup, voilà, qui a montré qu'il avait un gros potentiel au niveau militaire, qu'on envoie rejoindre les SS au camp d'Auschwitz. Donc on va suivre ces deux personnages, leurs histoires, et moi quand j'avais lu ce titre, je m'étais dit, bon, on va avoir enfin un peu une histoire, enfin, on va avoir la plume de Gérard Dos Santos sur comment étaient les camps, comment ça se passait, etc. au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Et là, pétard mouillé, clairement, parce que pendant les trois quarts du roman, on est tout sauf à Auschwitz. En gros, on va suivre toutes les péripéties d'Herbert Levin avant qu'il arrive à Auschwitz, alors qu'on sait très clairement qu'il va finir par arriver à Auschwitz. Le titre s'appelle Le Magicien d'Auschwitz, donc on sait qu'il va y arriver. Mais Gerardo Dos Santos prend son temps, il nous explique toutes les choses qu'a subi Herbert Levin, etc. Tout le côté un peu magie noire qui intéresse Hitler, toute cette idée de la société aryenne, etc., qui en fait pense qu'on est, voilà, qui pense que les Allemands sont des descendants d'Atlantis, etc. Enfin, toutes ces idées complètement folles. Je savais pas qu'Hitler était à ce point. Je savais qu'Hitler était taré, hein, mais je savais pas qu'il était à ce point obsédé par tout ce qui était magie noire, occultisme, etc., pouvoir avoir la vie éternelle, penser qu'il était un descendant des Atlantes, etc. Voilà, j'ai quand même appris beaucoup de choses, je ne vais pas le nier. J'ai appris énormément de choses aussi sur tout ce qui s'est passé parce que Francisco Latino avant était un Portugais qui a fui le Portugal pour rejoindre les légions espagnoles, donc tout ce qui était franco, etc. Et ensuite qui a été amené en Russie, et on apprend toute cette histoire, etc. Et on apprend vraiment à partir de la 300 pages comment se passe le camp. Il faut savoir que c'est un tome 1, il y aura un tome 2 qui est prévu. Et clairement, non, bah moi ça l'a pas fait parce que pour moi j'étais parti du principe que, ok, pendant les 100 premières pages tu vas me présenter tes personnages, mais après je vais passer 300 pages à Auschwitz à découvrir tes personnages, etc. De plus, je savais pas du tout que c'était un tome 1, c'est écrit nulle part. En fait, c'est tout à la fin, vous voyez que c'est écrit. Hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Tout à la fin, vous avez. Hop, la suite dans le manuscrit de Birkenau qui est apparaître en octobre 2021. Voilà, mais clairement non, ça l'a pas fait, et je pense que je vais arrêter avec Gerardo Dos Santos parce que ça fait déjà 2 romans que ça le fait pas. Et voilà, il prend vraiment son temps, alors il t'apporte des faits, etc. C'est très bien, tu en apprends beaucoup en lisant ce livre, mais ne le lisez pas si vous attendez vraiment à prendre la vie sur les camps, etc. Parce que bah c'est que 100 pages sur 400, et je trouve que le titre est vraiment là pour vous faire accrocher, quoi. Vous vous dites le magicien d'Auschwitz, on va aller découvrir ce qui s'est passé à Auschwitz, on va apprendre plein de choses en plus de la plume de Gerardo Santos. Je m'attendais à vraiment apprendre plein de trucs sur Auschwitz, et bah non, j'ai été très très déçu de ce récit, voilà. Parce qu'en plus, ils vous disent hein, comment celui qu'on surnommait le Grand Nivelli a survécu à l'enfer. Bah ouais, bah on l'apprend pas tout de suite, hein. Il va falloir attendre un peu encore, et je suis plutôt déçu de cette édition. Mais je remercie quand même Hervé Chopin de leur confiance de me l'avoir envoyé. Donc j'avais déjà fait une chronique en story sur Instagram, et là je vous fais la chronique vidéo du magicien d'Auschwitz de Gérard Dos Santos. Ensuite, un autre SP, j'ai fait exprès, hein, j'ai fait 2 SP, 2 lectures perso, qui du coup aussi c'est plutôt très mal passé. C'est le Tom Svetterlich, Demain et le jour d'après aux éditions Albin Michel Imaginaire. Là, on va se retrouver à suivre John Dominic Baxton, qui est en fait un gars chargé d'assurance. À Pittsburgh, il y a quelques années, il y a eu une bombe nucléaire qui a explosé, un attentat nucléaire qui a eu lieu à Pittsburgh, qui a totalement ravagé Pittsburgh. Et John Dominic, il travaille dans une assurance qui utilise une intelligence artificielle, une IA, qu'on appelle l'archive, qui a stocké toutes les vidéos des caméras de surveillance de Pittsburgh, et qui du coup vous permet de savoir et de revivre si
parce que du coup vous rentrez dans l'archive et vous vivez exactement l'instant présent comme si vous étiez en VR, en réalité virtuelle, et que du coup vous voyez les personnes et tout qui ont été victimes, et en fin de compte avec cette archive on peut indemniser les victimes de cet attentat, et elle est là, l'assurance est là pour décider si c'est dû à ça, etc. Et en utilisant l'archive, il va devoir enquêter sur une famille qui demande du coup des indemnités, et il va se rendre compte que un des enfants de cette famille est mort avant l'attentat. Donc il va décider de mener l'enquête, voilà, il va essayer de le remonter à ses supérieurs, on va ignorer ça, et lui il va décider de mener cette enquête, et en parallèle on va le suivre aussi dans son deuil, parce que lors de cette explosion il a perdu sa femme qui était enceinte de 7 ou 8 mois. Voilà, donc il n'arrive pas à surmonter ce deuil, et il n'arrivera jamais à le surmonter parce qu'il se sert de l'archive pour revivre ses moments passés. Jusqu'au moment où, en gros, son enquête pour découvrir le meurtrier de cette jeune fille va le mener de Shari Bansila, et il va devenir la prochaine cible du meurtrier. Voilà. Donc on va vraiment découvrir ce monde totalement à part, ce monde totalement crédible, totalement froid, totalement horrible, où en gros, si vous voulez, on vous a vraiment mis on vous intègre une puce au niveau de votre cerveau qui fait que au niveau de vos yeux, vous avez tout un navigateur internet en fait. Vous pouvez, voilà, vous voyez quelqu'un, vous pouvez tout de suite voir son profil Facebook, son profil Instagram, etc. Et ce que j'ai trouvé bien fait, mais aussi très horrible, très sexualisé, il fait énormément de référence à du sexe pour du sexe. C'est vraiment quelque chose qui est là pour choquer, pour gêner, ce qu'a fait Tom Sweterlich. Je pense qu'il est vraiment tourné pour un public américain, ce livre. Je vous expliquerai ensuite pourquoi, mais c'est vraiment du trash pour du trash. Et par exemple, il va y avoir un moment une femme qui va être retrouvée morte. Et quand Dominique va arriver voir son corps, en fait, il va avoir toutes ces histoires de toute la vie de cette jeune fille, ses rencontres, des fois, si elle a tourné une sextape, il va avoir sa sextape, toute sa vie va être démontée, décortiquée sur Internet, et lui, il va avoir accès à toutes ces données. Mais le monde entier va avoir accès à ces données, en fait. Grâce à cette puce, ils vont avoir accès au monde, à toutes les données. Voilà, comme je vous dis, c'est comme si là, vous regardez la vidéo, et que du coup, vous avez accès à mon profil Facebook, vous avez accès à mon Instagram, vous avez accès à toute ma vie que j'ai pu mettre sur le web directement juste en me regardant, et du coup décortiquer, etc. Tous mes tweets, tous mes machins. C'est vraiment poussé à l'extrême, le monde poussé à l'extrême. Ce qui fait qu'il ne m'a pas plu celui-là, c'est que clairement, comme je vous dis, c'est du trash pour du trash. Je pense qu'il était vraiment écrit pour un public américain, parce que vous avez Tom Sweterlich qui se perd dans des descriptions, dans des noms de rues, dans des noms de marques, etc., qui vraiment pourraient plaire à un public américain, parce qu'il va reconnaître les villes, va reconnaître les rues, les marques, etc. Il va se dire ouais, c'est bon, je connais, je sais me situer. Mais nous, on n'est pas là, quoi. On connaît pas tous Pittsburgh comme sa poche, on connaît pas tous les villes qu'il nous décrit. Et en plus, d'un autre côté, vous avez vraiment tout le côté trailer qui est horrible. On sait tout de suite qui sont les grands méchants, il n'y a aucun enjeu, il y a des scènes qui sont hyper trash pour rien. En plus, les personnages ne ressentent quasiment aucune émotion. Je me souviens d'une scène qui était horrible. Moi, je lisais le bouquin, je me suis dit, mais ça doit faire hyper mal. Et le personnage, c'est comme s'il avait eu une piqûre d'insecte. Voilà. Donc c'est horrible, hyper trash, hyper dégueulasse. C'est du gore pour du gore, vraiment, c'est dégueulasse, c'est gênant, malaisant par moments, hyper sexualisé. Il y a une mort d'un personnage qui est vraiment tourné à tout prix sur le sexe, et les personnages sont, je trouve, nuls. Mais vraiment, il n'y en a aucun qui sort du lot. Dominique, il n'évolue quasiment pas. Et Dominique, quand il voit une femme, il va voir tout le côté sexuel de cette femme, au lieu de vraiment, voilà, il va tomber amoureux d'elle, mais pour le sexe de toutes les femmes qu'il va rencontrer. Et c'est du trash pour du trash, et clairement, moi, ça me l'a pas plu. Je l'ai lu en lecture commune avec Céline Lecture sur Instagram, et Chronique de Lully, du coup, Instagram et YouTube, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà, c'était vraiment pas ouf. On s'est tous les trois, quand on en discutait, on était tous les trois en mode waouh, quoi. Je s'attendais pas du tout à ça. Ça l'a clairement pas fait pour nous trois. Comme on l'a dit, la meilleure chose à retenir de ce livre, c'est quand même que on l'a lu en lecture commune, quoi. C'est vraiment, je pense qu'on l'aurait pas lu en lecture commune, chacun de nos côtés, on aurait abandonné le bouquin, parce que le bouquin est fade, il y a rien qui le fait. Je suis désolé, les personnages ne sont pas ouf.
Mais voilà, je remercie quand même Albin Michel de me l'avoir renvoyé en service presse. Voilà, malheureusement c'est le jeu des services presse, hein, on peut pas tout aimer, comme c'est le jeu quand on achète en librairie, on peut pas tout aimer. J'avais adoré Les Maîtres en Lumineur, hein, qui est édité chez eux. Je suis actuellement encore en train de lire Les Gnomon. Je suis toujours sur le tome 1, il faut que je le finisse, mais j'ai fait un peu une overdose de science-fiction en avril parce que du coup, Céline Lecture organisait le mois de la SF ce mois-ci, donc j'en ai profité pour lire beaucoup de SF. Et voilà, ça l'a clairement pas fait pour moi. Donc je m'arrête là. je m'arrête là sur le demain et le jour d'après. Après, rien ne vous coûte d'aller faire votre avis en le lisant, hein. Pareil pour le Magicien d'Auschwitz ou pareil pour le Lisa Garner, le Saut de l'Ange, hein. Voilà, n'hésitez pas à aller faire vos avis par vous-même. Hop, j'ai donné un coup dans le micro, je suis désolé. Ensuite, nous avons le dernier qui lui par contre a été une très bonne lecture, voilà, je vais le pallier, c'est le Stephen King Mr. Mercedes aux éditions Livre de Poche. Voilà, donc dans celui-là, on va suivre. Il y a quelques années, un gars qui pète complètement un plomb, des gens se sont réunis pour une fête du travail un peu, genre une fête à l'embauche. Voilà, ils se sont réunis parce qu'il y avait eu beaucoup de chômage et le Pôle emploi aux États-Unis avait organisé en gros une sorte de rassemblement d'entreprises qui pourraient recruter des gens. Donc beaucoup se sont allés voir à cette fête d'embauche. Malheureusement pour eux, ce jour-là, un taré a décidé de se servir de sa Mercedes pour jouer au bowling et a tué de nombreuses personnes. Voilà. Il s'est enfui, on ne l'a jamais attrapé et je sais plus si c'est 10 ans plus tard ou... Ah non, c'est 1 an plus tard, il envoie une lettre à l'enquêteur qui était sur l'affaire, Bill Hodge, qui est retraité aujourd'hui, en lui disant « Je suis le tueur à la Mercedes, est-ce que tu arriveras à m'attraper ?» Voilà, donc on va suivre Bill Hodge qui va mener l'enquête pour attraper ce Mr. Mercedes et l'empêcher de commettre à nouveau un crime. J'ai beaucoup aimé ce livre. Le problème pour moi, c'est la fin. La fin est trop rapide. La fin, je m'attends vraiment... On monte en pression au fur et à mesure et j'ai l'impression, encore une fois, que ça fait un peu le pétard mouillé sur la fin. Même si tout le bouquin nous tient en haleine, on a hâte de savoir comment ils vont... comment Bill Hodge va arrêter Mr. Mercedes. Et la fin, on a la fin. Et on a un peu l'impression que Stephen King a un peu bâclé sa fin, parce que moi je m'attendais vraiment à autre chose, à quelque chose de beaucoup plus haletant, et jusqu'à la dernière minute on y croit, et bah non, voilà, je suis assez étonné de cette fin. C'est le premier d'une quadrilogie, je crois, même peut-être plus, parce que du coup il y a la nouvelle maintenant de Si ça saigne, qui a été ajoutée, mais avec les personnages de Bill Hodge et je ne sais plus comment s'appelle la nouvelle enquêtrice. Donc moi je l'avais lu dans le cadre du mois de mars de Séverine, d'Il est bien ce livre, qui disait de lire un livre où c'était une femme qui menait l'enquête. Donc voilà, il y avait Bill Hodge et une femme qui l'accompagnait. Si je retrouve son prénom, ça serait pas mal. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, mais... Oli la femme. Mais il me manquait quelque chose. Vraiment, la fin aurait pu tellement finir en apothéose que j'ai l'impression qu'il a un peu loupé le coup. Mais pourquoi pas, hein. Écoutez, il faut de tout. Et je pense peut-être que c'est peut-être voulu de Stephen King de faire une fin comme ça, de montrer que on peut monter et tellement voir une fin explosive que en fait, peut-être que dans la plupart des enquêtes, c'est ça en fait. Les policiers sont tellement, ils sont tellement à fond dans l'enquête, ils essayent tellement d'arrêter le meurtrier. On a tellement l'habitude des séries américaines ou des séries policières tout court où vraiment l'enquête c'est tambour battant jusqu'à la fin, ça tire dans tous les sens. Moi je vois là une scène un peu cliché de Derek Morgan dans Esprit criminel, il défonce la porte et il arrête le meurtrier, etc. Au niveau du FBI. Et là, peut-être que Stephen King a voulu montrer que c'est pas tout le temps ça. Il y a des enquêtes qui peuvent être hyper rythmées, etc. Et puis en fin de compte, on arrête le meurtrier et ça se fait en deux temps, trois mouvements et on n'en parle plus, quoi. Il n'y a pas besoin d'explosion, de tir d'armes à feu, etc. pour arrêter le meurtrier. Et en fait, en pensant comme ça, je me dis qu'il a bien géré son coup, peut-être en revoyant le bouquin dans ce sens-là. Je me dis qu'il a peut-être géré son coup, il a peut-être voulu nous montrer un peu que, oui, une enquête peut être hyper haletante et la fin, pas forcément ouf. Le meurtrier peut se faire arrêter en deux temps, trois mouvements. Donc je vous dis pas comment ça se passe la fin, évidemment, je vous laisserai la découvrir.
Mais voilà, une enquête hyper haletante et une fin pétard mouillé, mais qui peut arriver dans la vraie vie. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je le mets en haut de tous dans ces livres. Donc clairement, pas... Alors, j'y réfléchissais l'autre fois et je pense que Cimetière est mon king préféré pour le moment. Mais celui-là arrive facilement en deuxième place. Une enquête haletante, une fin en pétard mouillé, mais qui est très proche de la réalité. Voilà. Donc je vous représente les titres. Donc Stephen King, Mr. Mercedes au livre de poche. Tom Sweterlich demain et le jour d'après chez Albin Michel Imaginaire. Hop. Le magicien d'Auschwitz chez Hervé Chopin. Et le Lisa Garner, le saut de l'ange. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas quand ça sera. Une très bonne semaine, parce que du coup, je pense que je vais partir sur un rythme par semaine. Et je vous dis à la très vite pour un prochain point lecture ou une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Bye tout le monde!